Et pour la causerie de ce matin, sur ce plateau, Jean-Del Etienne Glessoubé, journaliste à Cap FM. Bonjour. Cher ami, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Et en face de vous, Firmin Sossou. Bonjour, Firmin. Bonjour, Gilles Christ. Bonjour, chers téléspectateurs. À vos côtés, François-Xavier Nomon. Bonjour, François-Xavier. Bonjour, Gilles Christ. Bonjour, Lali. Chers amis téléspectateurs. Alors, François-Xavier Nomon, comment concevez-vous la nouvelle posture de l'opposition face à la situation politique actuelle? Je pense que pour être courtois, ce qui s'est passé hier relève d'une très grave légèreté. Je pense que là, on est plutôt dans l'infantilisation de la classe politique tout entière. C'est un peu comme dans une cour de récréation et quand on enlève, vous avez des enfants qui piaillent de gauche à droite et qu'on tente, qu'un éducateur tente de mettre de l'ordre et puis il y a toujours un récalcitrant, on a tous connu, toujours un récalcitrant qui en veut toujours plus. Je pense que c'est cela. Je pense que ce qui s'est passé hier est simplement incompréhensible. Cela traduit réellement, on l'a déjà dit plusieurs fois sur ce plateau, la volonté de saboter le processus électoral. Parce que de deux choses l'une, soit on accepte de négocier, alors on est prêt à faire des concessions, encore que le rapport de force n'est pas en faveur de l'opposition. C'est peut-être là qu'il y a le principal, qu'il y a le point d'achoppement, simplement parce que beaucoup pensent que le rapport de force actuel serait en faveur de l'opposition. Il n'en est rien. Je pense que l'exécutif, la majorité est dans son bon droit, la loi est avec elle. Donc c'est aux autres forces politiques de pouvoir, disons, lâcher un peu du lest et aller réellement à la table de négociation. Avec ce qui s'est passé hier, il faut comprendre simplement que soit restaurer l'espoir ou les forces Cori pour un Bénin émergent ne sont simplement pas prêts pour aller aux élections et veulent saboter simplement le processus électoral de quelque manière que ce soit. Parce que c'est quand même, si vous voyez un peu les prétentions, les nouvelles exigences, disons que il n'y a pas les mots ne seront jamais assez forts pour qualifier disons cette irresponsabilité, parce que je pense que cela dénote d'une certaine divergence. On n'est plus dans la divergence d'opinion. On est simplement dans une posture, disons, qui tend à promouvoir le chaos plutôt que la paix. Et on est toujours dans le chantage à la paix sociale perpétuelle. Voilà, vous voyez, justement. Si vous ne nous acceptez pas, en fait, ce que j'ai lu hier, ce qu'on a pu entendre hier, c'est-à-dire simplement, donnez-nous le quitus fiscal. C'est aussi simple que ça. Voilà. Il faut que chacun se plie simplement à ce principe, donnez-nous le certificat de conformité, donnez-nous ci, donnez-nous ça, et on ira aux élections. Bref, mettez la loi de côté, ouvrez les vannes et allons aux élections. C'est pas comme si on a voté une nouvelle loi électorale en temps. C'est pas comme si une majorité avait réussi à faire prévaloir ses prérogatives. C'est pas comme si on était dans une démocratie. C'est la négation d'une démocratie. Oui. Et tel que les choses se passent, aujourd'hui, on aura encore une démocratie, une dictature. On aura toujours les éléments de langage. Oui. Mais ce qui paraît toujours contradictoire, parce que ce n'est que dans une démocratie, donc dans une liberté acceptée et authentifiée, oui, que des partis peuvent se permettre de faire ce qu'ils font. Et même là, on est dans l'anarchie. Chacun fait ce qu'il veut, pour peu qu'on se dise, ah oui, mais le peuple, mais personne là, personne là, oui, la primaire du peuple, le peuple n'appartient à personne. Donc voilà. je pense quand même qu'on est dans la déviance, presque dans la déviance là. Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de limites. Chacun fait ce qu'il veut. Et peut-être qu'il serait temps que l'exécutif qui est dans sa posture, qui a ouvert quand même des brèches pour que le consensus puisse être trouvé, que l'exécutif reprenne les rênes de cette histoire. Très et bien. Que vraiment que la récréation cesse. Très bien. Jean-Del, l'opposition est-elle dans une mauvaise posture? Je pense que chaque jour qui passe, je suis heureux de constater que l'opposition me donne raison. Parce qu'au départ, j'avais dit que voilà des hommes et des femmes qui ne sont pas prêts pour aller aux élections. Je rappelle que la charte des partis politiques a été votée, 82 pour une abstention, sur les 83 parlementaires de la 7e législature. Ça veut dire qu'en la matière, tous, que ce soit opposition
et mouvanciers étaient d'accord sur le principe qu'il faut réformer le système partisan au Bénin. Lorsqu'on a voulu augmenter les taxes pour les véhicules, est-ce que le peuple a si tant crié? Est-ce que le peuple a si tant crié, c'est-à-dire tout ce que nous constatons aujourd'hui? Les frais de pompéage, quand on a augmenté, lorsqu'on a voulu casser les bonnes dames qui se sont installées anarchiquement sur la voie publique. Oui. Mais est-ce qu'en ce moment-là, le peuple ne s'est pas soumis à la décision de l'autorité? Et pourquoi, lorsqu'il s'agit maintenant qu'on change un peu la façon de faire, c'est nos dirigeants qui trouvent qu'on fait de trop? Aujourd'hui, l'opposition est en train de jouer à un jeu très dangereux. Lorsque le chef de l'État dit « Je veux une élection inclusive », une élection qu'on retrouve les forces de l'opposition qui pourront participer, ce n'est pas une faiblesse. J'ai le sentiment que l'opposition prend l'idée de consensus comme une faiblesse de la part du chef de l'État. Je l'ai dit, à l'étape actuelle, on va aux élections avec les deux partis politiques, il n'y a pas péril en la demeure. On respecte la loi que nous appliquons jusqu'en ce moment-là. Lorsque j'écoute, et Restaurant l'Espoir et le FCBE, qui, dans une concertation avec le président de l'Assemblée qui exige qu'on leur donne, même avant de démarrer la séance proprement dite là, leur certificat de conformité, quitus fiscal, ça c'est de avant la surenchère. toute discussion. Ça dit c'est de la surenchère. Est-ce que c'est Rungbedi qui donne le certificat de conformité? Est-ce que c'est chez Rungbedi qu'on paie les impôts pour avoir le quitus fiscal? Donc on déplace le débat. Je voudrais leur dire, ce n'est pas des Togolais ni les Ivoiriens qui viendront discuter pour trouver une porte de sortie. Lorsqu'on opte dans une démarche où on veut des élections inclusives, on dit qu'on ne veut pas qu'on déplace la date du 28 avril. Mais on ne pose aucun pas, on ne fait rien pour rester dans la logique de ce que l'on veut. C'est tout comme si on veut une chose et son contraire à la fois. Ce qui me réjouit, aujourd'hui on a un peuple qui est mature, un peuple qui est mûr. Ce n'est plus comme il y a quelques années où il suffit de jouer sur la conscience du peuple et croire qu'on est toujours en l'avant. Non, le peuple aujourd'hui a compris. Je voudrais saluer quand même cette démarche-là du chef de l'État qui quand même a permis à tout le monde de pouvoir participer à la discussion. Ça a permis de comprendre que c'est en réalité eux qui ne veulent pas des élections. Si c'est quand l'État, depuis que la Sénat avait fait sa déclaration en acceptant les dossiers des progressistes, des républicains, si le chef de l'État n'avait pas opté pour le consensus, on allait dire que c'est le gouvernement qui fait du forcing. Voilà qu'on vous invite et vous êtes là à vous amuser, vous allez au salon, vous revenez sur la cour et vous n'avez rien dans la main et vous dites que vous êtes allé chercher quelque chose. Ça, c'est vraiment triste et j'ose croire que ces gens-là aiment encore la patrie béninoise. Voilà, Firmin Soso, sommes-nous en train de vivre un chantage perpétuel de la part de l'opposition? C'est de ça il s'agit. Ce matin, en fait, en venant ici, je me suis préparé à critiquer l'opposition, à montrer toujours que ce que je disais au départ... On n'allait pas critiquer l'opposition pour critiquer l'opposition. Non, vous savez... Oui, on est là pour des analyses objectives. Je suis d'accord. Je me suis préparé à critiquer l'opposition de façon à montrer que ces gens-là, comme je le disais au départ, depuis que je viens sur ce plateau, ne veulent pas participer aux élections. Mais quand les confrères ont commencé par émettre des griefs contre leur comportement, je me suis dit, il faudrait que je me mette de la production de quelqu'un qui peut un peu défendre l'opposition. Mais là, je suis sans argument. Et je suis obligé, je vous jure, je suis obligé. Je voudrais qu'on aille droit au but. Je suis obligé d'appuyer encore par leur organisation. Vous prenez la déclaration de l'opposition. Si c'était la déclaration, si c'était pas simplement les leaders des FCB réunis autour de la table, j'allais comprendre. Parce que j'allais dire, bon, ils ont géré le pouvoir pendant 10 ans, ils n'ont pas eu le temps de s'organiser, de rédiger des déclarations. Quand vous prenez la déclaration sur sa forme, nous avons été à l'école.
regardez comment on a organisé la déclaration. Dans un premier temps, on critique. Et on dit qu'on va faire des propositions. Mais dans les propositions, on retrouve encore d'autres critiques. C'est-à-dire, on dit par exemple, ils ont demandé l'arrêt du processus électoral. Demander l'arrêt du processus électoral. Mais au même temps, dans les propositions, on demande encore à ce qu'on organise les élections à bonne date. L'arrêt du processus électoral signifie quoi? Cela voudra dire qu'il faut abroger le décret qui convoque le corps électoral. Cela voudra dire qu'il faut reporter les élections. C'est ça. Je me suis amusé à aller, par exemple, sur Google pour fouiller l'arrêt du processus électoral, ce qu'on pourrait avoir, que ce soit le cas de l'Algérie, que ce soit le cas du Togo, où les musulmans ont demandé, par exemple, l'arrêt du processus électoral. Tout ça, ça veut dire qu'il faut reporter les élections. Mais eux, ils veulent qu'on arrête le processus électoral, mais ils ne veulent pas qu'on reporte les élections. Et quand vous continuez, on demande dans une proposition, et dans leur proposition, on demande que les propos du ministre de la Justice soient condamnés. Ça, c'est une proposition. Comment condamner? Qui va condamner les propos c'est le chef de l'État qui doit dire mon ministre n'a pas raison. Ils avaient exigé sa démission. Mais cette fois-ci, je n'ai pas vu la démission dans la déclaration. On dit que les propos... On a l'impression que c'est des enfants qui se réunissent, d'accord, qui s'amusent avec la démocratie. Nous sommes dans un pays où notre démocratie constitue aujourd'hui vraiment un label. Si la CEDEAO a envoyé, d'accord, une délégation dans notre pays, si l'ONU a envoyé une délégation dans notre pays, ce n'est pas parce que ça va mal. En réalité, c'est parce que la démocratie béninoise constitue vraiment un label. Et il faudrait tout faire pour sauvegarder cela, parce que c'est une référence en Afrique, et particulièrement en Afrique de l'Ouest. Donc, laisser la situation pourrie, ça ne va pas donner plus de crédibilité aux institutions internationales qui œuvrent pour la paix, qui œuvrent pour le maintien de la paix, qui œuvrent pour la bonne gouvernance et qui œuvrent pour l'instauration d'une démocratie permanente. C'est pourquoi ces institutions se sont dépêchées pour savoir en réalité ce qui se fait. On va revenir un peu sur le rôle de ces institutions-là tout à l'heure pour voir un peu si effectivement c'est peut-être des médiations décisives ou qui peuvent s'imposer aux nations. Ben, je voudrais qu'on s'entende sur quelque chose. Un journaliste ne se prépare pas pour attaquer. Non, on est là pour expliquer aux populations à base des faits réels. Et justement, parlant de faits réels, François-Xavier Noumon, on a vu à l'Assemblée nationale, au niveau de ce comité paritaire-là, des propositions, notamment la révision de l'article 80 de la Constitution, par exemple, pour pouvoir permettre aux députés de continuer leur mandat actuel pendant 45 jours encore. Une proposition signée par tout le monde, y compris même les membres de l'opposition. Quelques heures après la publication de cette signature-là, ils sont revenus à la charge pour renier cette signature. Est-ce que vous voyez, jusqu'à présent aussi, avec les différentes sorties, ainsi de suite, est-ce que vous voyez une absence de chronologie dans les actes, comme le disent certains analystes? Chronologie, moi je pense que c'est la preuve patente d'une certaine irresponsabilité. Je l'ai dit dès le début, je pense qu'on est dans une infantilisation d'une certaine classe politique. Simplement parce qu'ils se sont dit, bon, si on se met un peu à leur place, c'est un réflexe presque pavlovien. Voilà, il y a quelque temps, on avait tout fait pour qu'il n'y ait pas révision de la Constitution. Là, ils sont sentis très vite qu'ils se sont fait prendre à leur propre piège. Mais on ne peut pas comprendre que des adultes. Et là, on n'est plus dans la politique. Je pense que chaque acte que les partis de l'opposition posent, les actes de ce type ne font que rallier chaque jour de plus en plus des Béninois à la cause du président de la République. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Simplement parce que les gens, je pense qu'il y a beaucoup de Béninoises et de Béninois qui en ont marre de cette pagaille. L'irresponsabilité régulière de nos hommes politiques a assez duré. Je pense que vous ne pouvez pas vous asseoir, signer un papier et quelques minutes après faire une déclaration de presse pour dire ah non, nous ne nous engageons pas, nous nous engageons dans cette voie, alors que ils ne sont pas demandeurs de la révision. Ils ne sont pas demandeurs de la révision, mais pourquoi ils sont allés signer? En fait, là, il y a je pense que on va pas rentrer dans, on va essayer d'être courtois, mais c'est quand même assez difficile dans ces conditions. Je pense que il y a une certaine je voudrais utiliser des mots un peu plus forts, mais je vais me garder d'essayer de rester courtois parce que ça n'a pas de sens. Il y a aucune lecture. Je pense que
c'est quand même quelque chose d'inédit dans notre histoire politique, mais c'est un temps politique à chérir, simplement parce qu'on voit les limites de l'absurdité. Là, on est réellement dans le scénario, dans un scénario assez encore une fois, assez banal. Mais les partis de l'opposition tendent à faire croire que voilà, on est dans un temps dangereux pour le pays. Rien ne se passera. Je pense que même quand on parlait de médiateur de la CEDEAO, je ne pense pas sur quelle loi, sur quelle crédibilité des pays de la CEDEAO et quels pays encore viendront nous dire. On parle de médiation, on n'est pas en guerre. Je pense que c'est pas au Soudan ou on n'est pas en guerre. Médiation de quoi en fait? Ils vont venir dire quoi? Que voilà, il faut que je pense qu'on a déjà dépassé cette étape. Il y a d'autres pays qui en ont beaucoup plus besoin que nous. Maintenant, notre chroniqueur, notre consultant politique maison en parlait tout à l'heure. Je pense que c'est une classe politique qui a été bercée longtemps dans cette forme de reniement perpétuel. Et c'est tellement devenu incrusté dans leur pratique quotidienne qu'ils ne s'en rendent même pas compte. On a vu le cas au Sénégal la dernière fois, où l'ex-président, dans cette posture gâteuse, parce que voilà, il n'a plus voix au chapitre, est venu simplement à tenter d'instiller le chaos, c'est-à-dire n'allez pas aux élections, c'est une élection frauduleuse, c'est la dictature, ainsi de suite. Que ce soit la mouvance, que ce soit l'opposition sénégalaise, sont rassemblement dit mais ce vieux a débloqué quelque part. Ils l'ont mis de côté, même son propre parti, simplement parce que ces hommes politiques ont eu assez de maturité pour comprendre que la loi, c'est la loi. Vous imaginez pas, le maire de Dakar a été exclu de la présidentielle. Or, c'était le principal challenger. Même la CEDEAO s'est ralliée à la loi sénégalaise. Donc, je pense que le chef de l'État est dans sa posture de dire, et je pense que cette manière de faire se conforte chaque jour aux yeux de l'opinion publique. Il faut que la pagaille cesse. Il y a une porte de sortie qui a été laissée, une porte entrouverte qui a été laissée par le chef de l'État. Beaucoup ont cru que c'est parce que, comme mon confrère l'a dit tout à l'heure, que c'est parce que le chef de l'État se retrouve en mauvaise posture, que le chef de l'État a peur d'organiser pour une première fois dans l'histoire de notre pays une élection non inclusive. Et j'ai déjà dit sur ce plateau que ces petits vocables inclusifs, consensus, sont des concepts bateaux où on met ce qu'on veut. Le chef de l'État n'a jamais dit, le chef de l'État a simplement fait ce qu'il y avait à faire, mettre les partis politiques devant leurs responsabilités. Et je pense que dans quelques jours et dans quelques heures, il en tirera les conséquences. Mais une chose est sûre, l'immaturité d'une certaine classe politique a été la mise au goût du jour. Plus personne ne peut se cacher. Donc, parce que après ce qui vient de se passer hier, quelle est la prochaine étape? Qu'on brûle la Sénat ou bien qu'on fasse quoi exactement? Ils n'ont qu'à nous dire la prochaine étape. Où est-ce qu'on... Puisque ce qu'ils ont proposé aujourd'hui, c'est inacceptable. Même dans une négociation, parlant de cette proposition, Jandel Glessoubé, après s'être signataire, ils disent qu'ils se retirent. Et dans tout ce système, il y a des anciens chefs d'État. Non, que cela ne vous étonne pas. C'est pour des intérêts personnels, égoïstes et pervers. Ce n'est pas pour l'intérêt. Oui, ce n'est pas pour l'intérêt général. Hein. Ils ne le font pas pour vous et moi, mais c'est pour eux-mêmes. Lorsque j'écoute un parti comme Restaurer l'Espoir, qui dit que les députés Norini Tchad et Eric Rondete n'ont pas été mandatés par Restaurer l'Espoir pour siéger dans le comité paritaire. Donc eux, ils ne se reconnaissent pas dans ce que ce comité-là a décidé. C'est de l'amusement. Ça pose véritablement un problème et ça prouve combien de fois il n'y a même pas d'unicité au nom de l'opposition. Ça veut dire qu'ils vont en rang dispersé. Et lorsqu'on finit et vous n'êtes pas d'accord avec même une virgule mal placée dans le rapport, vous ne signez pas. C'est ce qu'on appelle être responsable. C'est ce qu'on appelle un homme conscient. C'est ce qu'on appelle un homme qui détient toutes ses facultés en place. Mais c'est ça. C'est-à-dire ça, c'est le béaba de la vie humaine, de la vie en société. On doit dire à son enfant, lorsque tu commets l'erreur de signer un document, mort ou vivant, tu en réponds. Ça t'engage. Ça t'engage. Et lorsque c'est des gens qui aspirent à nous gouverner, quelle éducation à leurs enfants? Quelle éducation
pour la postérité. Qu'on puisse renier soi-même sa parole, qu'on puisse renier soi-même sa signature, ça sort de l'ordinaire. Quelle est la responsabilité des anciens chefs d'État dans tout ça? Oui, quand vous voyez ces anciens chefs d'État en réalité, c'est eux qui constituent le socle et la boussole de ce que nous voyons en amont. Et ce qui me fait marrer, qui me fait pitié dans toute l'histoire, c'est quand je retrouve un ancien chef d'État qui arrive quand même à jouer la médiation, comme on nous le dit le plus souvent, dans d'autres pays quand il y a élection. Et récemment au Sénégal. Et que dans son propre pays, où il a eu la chance de diriger pendant 10 ans, qu'il n'a pas pris la peine de dire à ses lieutenants, à ses alliés politiques, je voudrais parler des FCBE. Ah, vous aviez voté une loi. Il y a une loi qui est votée qu'en démocratie, c'est la voix de la majorité qui passe. Même si vous n'êtes pas d'accord, ça s'impose à vous. Et que depuis qu'on a voté ces différentes lois-là qui devraient se conformer, c'est comme s'il y avait un plan B qu'on devrait dérouler. Je suis en train de comprendre en réalité leur posture. On veut tout faire pour faire croire que c'est le gouvernement en place qui n'a pas pu organiser à bonne date les élections. Et lorsque c'est les FCBE qui posent des conditions inacceptables, ça veut dire que c'est l'ancien chef d'État Boni Yayi qui les pose indirectement. Mais c'est ça qu'on ne se leurre pas. Lorsque les FCBE nous posent une condition qui sort de l'ordinaire, c'est du dilatoire, qui ne tient, qui a dit, il y a rien qu'on puisse même prendre pour dire ça, c'est une bonne proposition. Nous sommes à l'étape actuelle où le comité paritaire a fait des propositions. Mieux, c'est le comble. Un député FCBE, membre de cette commission-là, ça veut dire qu'il n'a pas rendu compte à son patron Boni Yayi quand il siégeait dans le comité paritaire pour dire voilà ce qui se passait, quelle est la posture à tenir. Non, il n'a pas reçu mandat. Il n'a pas reçu mandat. Donc ça veut dire que les enfants s'amusent. Dans tout pays, il y a quand même des gens sur qui on peut compter. Même dans une maison, il y a une personne, on dit, quand tout va mal, quand on se retourne vers celui-là, on peut avoir la paix. Ça me fait mal qu'au Bénin, malheureusement, nous n'avions plus ces figures politiques-là avec qui on peut avoir espoir pour dire, quand le feu gagne la forêt, on peut courir vers ceux-là. En principe, on devait avoir, comme ceux-là, les anciens chefs d'État Boni Yayi et Nissé Force-Gros. Mais très tôt, qui se sont lancés dans une politique, dans une guerre personnelle, qui aujourd'hui, ma foi, c'est ça qui pose le problème. Parce que tous avaient des intérêts personnels, tous avaient des questions personnelles liées directement avec l'actuel chef d'État. Et donc, quand la situation est venue, les deux en profitent pour régler leurs comptes. Et je vous assure que ceux qui sont derrière eux ne savent pas en réalité même leurs propres intérêts et leurs propres intentions. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui. D'accord. Alors, Firmin Sossou, sur cette question des anciens chefs d'État, est-ce que vous pensez qu'ils passent à côté de leur véritable rôle? Oui, bon. Ancien chef d'État, aujourd'hui nous avons le... C'est vrai, aujourd'hui ils ont une couleur politique. Oui. Est-ce qu'ils devraient s'en débarrasser normalement, après avoir géré le pays pendant des années? Non, avec la situation, l'évolution de la situation, je constate que le président Soglo était chez l'actuel président de la République, donc cela voudra dire qu'il a quand même accepté parler avec le président de la République. Quant à Boni Yayi, il est dans sa position, il ne veut pas changer, il veut soutenir les FCBE, mais là il faut aussi observer les relations qui ont existé avant que le président, entre les deux, avant que le président Talon ne soit là où il est maintenant. Boni Yayi a adopté une position qui ne lui permet pas de reconnaître ce qui se fait de bon dans le pays. Là, l'oblige, est-ce qu'il faut dire obligé, mais l'amène à avoir vis-à-vis de la gouvernance du président Patrice Talon une posture qui veut tout peindre en noir. C'est de ça il s'agit. Aujourd'hui, observez bien, même si le gouvernement arrive, ou bien sinon, même si la majorité présidentielle arrive à s'entendre avec eux, à ce qu'on leur délivre les quitus fiscaux, à ce qu'on enlève les exigences de certificat de conformité, vous allez constater qu'ils n'iront pas facilement aux élections. Ils vont trouver d'autres choses à dire.
ils ne se sont pas organisés, ils ne sont pas prêts. Et c'est malheureux, comme vous l'avez dit, c'est malheureux qu'on retrouve des anciens présidents dans cette posture. Au lieu de faciliter les choses, ils ne font pas preuve de sagesse. Notamment, en l'occurrence, le président Boni Yayi. Pour qui connaît le président Boni Yayi pendant sa gouvernance, les 10 ans, quand ça ne va pas au temps de la Lépi, pour les élections de 2011, il monte au créneau. À tout moment, il crie, il menace parfois. Mais à des moments donnés, on constate que l'opposition en face de lui, c'est-à-dire se retire, se recule un peu pour que les choses évoluent. C'est ce qui a fait que nous avons abouti à un processus heureux en ce qui concerne les élections de 2011 et avec l'évolution du temps en 2015, en ce qui concerne les élections municipales et locales et aussi les élections législatives. C'est pas, à des moments donnés, chacun devrait accepter de faire des conceptions, chacun devrait accepter de faire des sacrifices pour qu'on évolue. Très bien. Mais lorsqu'on retrouve un ancien président dans la posture de chef de parti ou d'un président d'honneur de parti qui ne veut pas changer, qui ne veut pas faire des sacrifices, qui ne veut pas faire des concessions, cela rend un peu le jeu difficile. Et je voudrais préciser, cher Jésus-Christ, le rôle du journaliste, c'est de mettre la plume dans la plaie. D'accord, très bien. D'accord. C'est de ne pas faire plaie, c'est de mettre la plume dans la plaie. Ces différents cas de médiation. Oui, actuellement, c'est Jour au Bénin, représentant. Oui, je voudrais insister sur un fait. Je pense qu'il y a une malcompréhension du thème recours, du statut de recours des anciens chefs de l'État. Parce que quand le président Soglo s'assied à la même table que les leaders de l'opposition, je considère qu'il n'est plus un recours. Parce que pour être un recours dans une médiation, dans un conflit, il faut se mettre dans une posture de neutralité. Donc il y a cette musique que voilà qu'on entend dans la cité, le président Soglo, les anciens présidents. Non, il faut que ce soit clair. Quand vous vous mettez dans un camp et vous faites des déclarations, vous n'avez plus le statut de recours. Je pense qu'il faut qu'on remette les mots dans leur contexte avec leur signification bien précise. Celui qui a un recours, c'est vrai que quand on est chef d'État, qu'on quitte le pouvoir, symboliquement et statutairement, on se met, normalement, en fait, c'est une décision personnelle de se mettre. Il n'est pas interdit que dans ce chef d'État continue de faire de la politique, on le voit ailleurs. Mais comme en France, aux États-Unis, un président républicain ne va pas cesser d'être républicain parce qu'il quitte le pouvoir. Il a la liberté d'assumer ses choix politiques. Mais quand vous voulez être dans une posture de recours, vous êtes obligé de vous débarrasser de votre manteau politique. On ne peut pas jouer sur les deux tableaux. Je ne sais pas exactement, peut-être que la présidence le précisera. Je ne sais pas dans quelle posture le président de Soglo a été reçu par le président de la République hier. Est-ce que c'est l'opposition? Si c'est le leader de l'opposition, non, si c'est en tant que leader de l'opposition, c'est un peu plus clair. Mais qu'on cesse d'utiliser ces termes, recours, non, le président Soglo aujourd'hui, et ça n'enlève rien à son statut d'ancien chef de l'État. On ne peut pas jouer sur les deux tableaux. Le président Yayi, au moins, joue entre griffes, je m'excuse, à l'espiègle. Parce qu'il ne montre pas clairement son jeu. C'est l'ancien chef d'État qui est dans son coin. Mais en même temps, on sait très bien qu'il tire les ficelles de tout cela. Et quand il va à l'extérieur du pays en tant qu'observateur, il est observateur en tant que quoi? Chef du parti FCBE ou bien recours d'ancien chef de l'État. Je pense qu'on entretient un flou autour de ce concept. Mais une chose est claire, quand les anciens chefs d'État se mêlent clairement de politique, le président Yayi Boni aussi ne peut pas être qualifié de recours. Parce que je m'en souviens, à la dernière, à la conférence de presse, la fameuse conférence de presse de l'opposition, il était au présidium, on va dire. Au présidium. Donc, je considère que dès ce faisant, il était à la table aux côtés. Il était à la table des leaders de l'opposition. Donc, quand il assume ce discours, automatiquement, il n'est plus au recours. Parce que, encore une fois, on ne peut pas jouer sur les deux tableaux. Soit on est politique, et ce n'est pas interdit à un ancien chef d'État de jouer un rôle politique. D'accord. Et dès qu'on est dans cette posture, on n'est plus un recours. Très bien. Et pourtant, Boni Yayi, ancien président de la République du Bénin, 10 années de gestion de cette nation, ancien président de l'Union africaine. Et actuellement aussi, il est observateur de la CEDEAO un peu partout sur le continent africain, membre aussi de l'Union africaine. Il y a aussi un forum des anciens chefs d'État auquel participe l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo. Et c'est dans ce même pays que les étrangers viennent pour des médiations. Actuellement, séjourne au Bénin, représentant par exemple de l'ONU, Jean-Del Etienne Glessoubé. Est-ce que ça peut avoir un impact sur ce qui se passe? Non. Étant donné qu'eux-mêmes, ils vont ailleurs aussi pour des médiations. Ce n'est pas pour une médiation.
Il n'y a pas crise politique ni électorale au Bénin. On n'est pas en Somalie. Nous ne sommes pas dans une impasse. Ce n'est pas de la médiation. Mais c'est pour voir en réalité le processus électoral, comment cela se déroule, tout simplement. Donc ça veut dire qu'en 2016, quand il n'y avait pas de problème, on n'avait pas reçu la visite de ces gens-là au Bénin. Ils étaient là, on les a reçus. Bon, seulement qu'ils n'ont pas fait des allers-retours pour aller rendre visite au chef d'État chez eux. Peut-être c'est ça qui a fait qu'on a le sentiment que c'est maintenant qu'ils font leur balai au Bénin. C'est une tradition qui se passe. Donc, il n'y a pas encore problème pour qu'on dise qu'ils sont venus pour que la tension soit apaisée. Mais il faut quand même reconnaître que si ces chefs d'État-là, qui quand même ont la carrure de jouer la médiation dans d'autres pays quand il y a problème, que ces mêmes personnes-là viennent chez eux, c'est très bien. Et je n'ai pas encore entendu ces représentants viennent dire on m'a envoyé parce qu'il y a problème au Bénin. Mais pourquoi on dit qu'il y a problème? Mais celui à qui on a donné, c'est-à-dire celui qui est le porteur de la commission du message, n'a jamais dit on m'a envoyé au Bénin pour constater la crise politique. Mais nous venons constater le processus électoral. Mais pourquoi nos amis de l'opposition ont le sentiment que c'est parce qu'il y a problème que ceux-là viennent? C'est une manière pour jouer de la diversion en réalité. Et le temps passe, il faut aller à l'essentiel. L'essentiel pour moi, c'est qu'il faut voir le délai. Normalement, on devait aller aux élections le 28 avril pour installer la prochaine législature au plus le 16 mai. Est-ce qu'à l'état actuel, on peut encore le faire? Mais je ne voudrais pas que dans l'histoire, ça soit avec le chef d'État, Patrice Talon, qu'on n'organise pas une élection prévue par la Constitution à bonne date. Et c'est ce sur quoi joue la classe politique de l'opposition. Pour revenir demain nous dire que voilà la première élection que ce gouvernement doit organiser, ils n'ont pas pu le faire à bonne date. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de jouer à un jeu de ping-pong pour ne pas permettre un aboutissement heureux. Je voudrais inviter le chef de l'État à prendre cela en considération pour savoir qu'il ne faut pas céder pour qu'après on puisse dire qu'il est le plus coupable dans l'histoire. Voilà, Firmin Soso, même question. Quelle est votre opinion par rapport à la présence de cette médiation de l'ONU sur le territoire national? Comme je le disais tantôt, ces organisations internationales viennent dans notre pays parce que ils veulent prendre connaissance du déroulement du processus électoral. Mais surtout, je le rappelle encore, observez que le Bénin est un label en matière de démocratie et aussi en matière d'organisation d'élections. Nous n'avons jamais organisé une élection qui a abouti à des soulèvements de violence et autres. Non. Aujourd'hui, si le président de la République, l'ancien président de la République, Boni Yahi, trouve l'opportunité d'être chef de délégation pour surveiller des élections dans d'autres pays, c'est parce que le Bénin constitue ce label. Et lui-même, en tant qu'ancien chef d'État, il a des expériences et bénéficie de ces expériences. Et on le prend comme quelqu'un qui peut jouer la médiation et autres. Donc ces institutions sont venues aussi au Bénin pour comprendre comment le processus évolue, écouter les uns et les autres pour savoir réellement ce qu'il faut faire. Il n'est pas exclu qu'à la fin de leur mission, ils tirent des conclusions et qu'à partir de ces conclusions, ils donnent des leçons ou bien des recommandations à d'autres pays qui nous observent, à d'autres pays qui vont emboîter le pas, que nous emboîter le pas, du moins en ce qui concerne l'organisation des élections dans les mois à venir, dans les années à venir. Donc je pense que fondamentalement, il faut retenir que les missions qui viennent aujourd'hui au Bénin dans le cadre du processus électoral ne sont pas là pour une médiation parce qu'il y a véritablement problème. Non. Ces missions sont là pour observer le processus, comment ça passe, pour pouvoir quand même noter les évolutions qu'il y a dans le processus. Surtout en matière du respect des textes. Voilà, en matière des textes électoraux qu'on s'est établi soi-même. Oui, surtout ça. Et pour pouvoir quand même expliquer à d'autres pays où il y a des violences, où il y a des situations, ce qui se passe. Donc nous devons garder notre sang-froid. Et je voudrais que quand même le gouvernement, qui depuis un certain temps nous a habitués à
à du pragmatisme, ne se détourne pas de ses objectifs en ce qui concerne la mise en œuvre des réformes à travers ce qui se passe dans le pays. D'accord. Les pauvres populations qui, depuis un certain temps, font confiance quand même à ceux qui nous dirigent, attendent d'accord du gouvernement une bonne organisation des élections, mais après tout une bonne organisation de la gestion du pays. Et il faudrait que le gouvernement se concentre véritablement sur ce qu'il faut faire pour donner de l'eau aux populations, ce qu'il faut faire pour donner l'électricité. Pour satisfaire les populations qui attendent avec beaucoup d'impatience l'aboutissement des réformes. Oui, la politique. Il faut qu'on évolue. Oui. Voilà, François Xavier. Oui, en parlant des réformes, je rappelle que le second moteur de Maria Glita sera mis en route la semaine prochaine. Cette semaine. Chaque semaine. Donc ça, c'est peut-être là le plus important. Oui. Ça, c'était pour détendre un peu bien sûr, le plateau, mais c'est sérieux, parce que c'est l'essentiel. Oui. Bon. Le problème de ces missions, je ne vais pas être désobligeant. À la limite, ce sont des missions d'information, point. Je pense que les leaders de l'opposition se sont saisis de cette opportunité pour amplifier un peu l'importance de non pas que ce soit négligeable, mais bon, ça n'a rien de nouveau pour ceux qui suivent un peu les processus électoraux un peu partout sur le continent, en Afrique de l'Ouest. Ça n'a rien de spectaculaire. Et puis ces différentes missions viendront simplement constater chez nous que la loi est bien appliquée et que l'exécutif qui est en charge de la destinée du pays ne s'en tient qu'aux lois votées. Je défie quiconque, il y aura absolument rien. Encore, je l'ai répété tout à l'heure, on n'est pas en Somalie, on n'est pas au Soudan, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de crise. Ceci dit, il y a quelque chose qui m'a un peu amusé. Parce que pour la délégation de l'ONU, le représentant de l'ONU, c'est Mohamed Ibn Chambas. Je pense qu'il était habituellement, il était à la CEDEAO. Il est resté à la CEDEAO pendant plus de 20 ans. Oui. Donc, il a l'expertise de ça. Et pour ne pas lui envoyer, pour ne pas être désobligeant, je pense qu'il n'a jamais rien réussi dans ce. Je pense il n'a jamais rien réussi en tant que mission de la CEDEAO. Donc ce n'est pas maintenant en tant que représentant de l'ONU qu'il va réussir. Je pense que la CEDEAO n'a jamais réussi. La CEDEAO n'a jamais. Non, mais c'est. Il a toujours. Le débat ne porte pas sur la personnalité. Ce que veut dire, c'est que il faut dégonfler un peu la baudruche. On n'est pas la mission de la CEDEAO n'apportera rien que si ce n'est venir constater effectivement qu'au Bénin, on respecte les lois librement consenties et librement votées au Parlement et selon les rigueurs de la loi. Très bien. Voilà, on va sortir de la causerie de ce matin avec cette dernière question pour tout le monde. Boni Yahi, on l'a écouté récemment au Sénégal qui invitait même les mécontents, les gens qui ont perdu les élections, puisque Macky Sall est passé directement au premier tour. Il les a invités à emprunter les voies légales, à saisir les juridictions compétentes, à ne pas aller au-delà de ce que la loi prévoit. Est-ce que, vu le contexte politique actuel au Bénin, étant donné que les textes sont là, est-ce que ça ne met pas aussi cette opposition qui est dirigée de toute façon par ces anciens chefs d'État, est-ce que ça ne les met pas aussi face à leurs responsabilités devant l'histoire? Le contexte n'est pas le même. Boni Yahi, de l'autre côté, était en mission pour la paix. Oui. Chez nous, Boni Yahi veut être le leader de l'opposition. C'est ça. Le contexte n'est pas le même. Boni Yahi ne tiendra pas le discours qu'il a tenu au Sénégal, chez nous, au Bénin, ici. Mais il devrait, non? Parce que j'ai dit, le contexte n'est pas le même et les intérêts ne sont pas les mêmes. On l'a envoyé là-bas pour une mission de paix. Il ne peut pas aller là-bas pour dire, bon, les opposants, prenez tout ce que vous voulez et allez dans la rue. Non. D'accord. Il ne peut pas le dire là-bas parce qu'il était en mission pour la paix. Voilà. Mais l'opposant n'est pas forcément animé par un esprit de paix, de quiétude. Non, parce que l'opposant en réalité, il n'est pas contre, parce que ce qu'on fait est mauvais pour la population. Non, donc je voudrais dire que les contextes ne sont pas les mêmes. Voilà. Et c'est pour ça que Boni Yahi reste un peu en retrait, mais joue sur les ficelles pour qu'on ne lui attribue pas directement ce qui se passe. Mais pour moi, lorsqu'un leader, pas de l'opposition, mais de FCBE, s'exprime, je vois le physique de Boni Yahi à travers ce qu'il dit. Je voudrais terminer en l'invitant pour dire, il a eu, quand je compare les deux anciens chefs d'État, Boni Yahi aujourd'hui pour moi a plus un rôle à jouer. Parce qu'au moins, lui, il a une troupe derrière lui.
Je ne voudrais pas dire que Soglo n'a personne, mais constater avec moi qu'il est seul. Mais Boni Yayi, par contre, peut beaucoup et doit jouer. Parce qu'il a dirigé ce pays. Et si le Bénin aujourd'hui n'est pas un pays de paix, on ne peut pas l'appeler demain pour aller gérer une mission. Très bien, Fima Soussou. Non, je crois que le président Boni Yayi, au-delà de tout, et sa gouvernance pendant 10 ans, nous donne vraiment de la matière pour comprendre ce qui se passe actuellement. Parce que quand vous revenez par exemple sur les anciennes vidéos de Boni Yayi dans des cas pareils où ça ne va pas entre l'opposition et la mouvance, quand vous voyez sa réaction, vous savez qu'il y a déjà la réponse. Quand on joue, on sait que il parle même à la place du président Talon qui devrait entendre normalement parler aujourd'hui. Donc, sa posture contraste avec ses positions, ses prises de position quand il était au pouvoir, mais cela justifie ce qu'il devrait faire, ce qu'il devrait jouer comme rôle. Voilà. Quand vous prenez Boni Yayi, c'est celui-là qui, à des moments donnés, a dit, par exemple, à l'opposition, qu'il a gagné les élections, leur candidat n'a pas gagné les élections, d'attendre leur tour et de le laisser gérer le pays. Vous voyez, c'est la réponse à servir actuellement à l'opposition. D'accord, très bien, oui. François Xavier. Je pense que c'est, pour ne pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a une certaine filouterie qui se dégage de la pratique, de la posture du président Yayi Boni. Et ça n'a pas de... Je ne suis pas dans l'irrespect personnel, j'ai la plus grande estime pour ce président parce qu'il a été président de la République, mais il faut dire les choses. Je pense que quand on est appelé par une mission pour aller superviser les élections. Je voulais rectifier, le Sénégal n'était pas en guerre. Non. Donc, en fait, on surestime un peu cette histoire. Non, il est allé en tant que chef d'État, il a conduit une mission pour essayer d'arbitrer, de constater que les terres sont respectées, et ainsi de suite. Il n'y avait pas péril dans la demeure, les Sénégalais n'étaient pas dans la rue, même s'il y a eu quelques échauffourées. Donc, il était dans sa mission. Et moi, j'aimerais bien que qu'on mette en boucle si on a l'élément témoin de ce qu'il a pu dire au Sénégal ici. Et pourquoi? Pour mettre les différents responsables, les différents leaders de l'opposition devant leurs responsabilités. Parce que encore une fois, je refuse, je m'oppose à ce qu'on qualifie, qu'on attribue le statut de recours au président Yayi Boni et au président Soglo quand ils sont encore dans l'expression politique. Ils n'ont plus cette neutralité-là qui pouvait faire que les différents camps puissent avoir confiance dans leur médiation, si médiation il y a. Parce qu'encore jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas en guerre, il y a juste un chantage à la paix sociale. Si on n'est pas là, on va voir ce qu'on va voir. On est encore dans cette infantilisation qui est déplorable, qui est malheureuse d'une certaine classe politique. Mais encore une fois, il y a une certaine filouterie dans l'esprit. Je le répète, parce que c'est exactement ça. On ne peut pas être politique en même temps et se réclamer d'une certaine neutralité. C'est prendre ceux d'en face pour des idiots. Donc soit le président Yayi Boni sort de son clairement aux yeux du peuple de son manteau d'arbitre et s'affirme comme le leader, ce qu'il est encore, malgré tout ce que les autres leaders de l'opposition peuvent dire, qui est encore le leader naturel de l'opposition. Donc il assume clairement cette posture. Là on saura qu'on est dans une discussion clairement politique. Mais l'entre-soi, l'entre-deux, où on joue un peu, oui, mais bon, je ne suis pas politique, je suis un ancien président, donc j'ai mon mot à dire, ainsi de suite, et dans le même temps, on n'attise pas derrière. Je pense qu'il faut une bonne fois pour toutes, pour notre démocratie qu'on aime tant, puisque c'est ce que tout le monde chante, le Bénin, le label de démocratie, ainsi de suite, un pays de paix, ainsi de suite, que les différentes personnalités jouent leur rôle et soient clairement dans la posture qui sied à cette situation. Le temps parti à la causerie. Vous voulez dire quelque chose? Oui, c'est très important. En fait, je voudrais dire 10 secondes. Je voudrais dire que en 2020, on aura l'organisation des élections communales et locales. Donc, il faudrait que les gens se concentrent. Si, avec le système partisan, si l'opposition ne s'organise pas, elle va revenir encore crier pour rien. Très bien. Voilà. Merci Firmin Sossou, journaliste. Merci d'avoir été sur ce plateau à vos côtés. François Xavier Noumon ici à ETélé. Et Jandel Etienne Glessoubé qui nous est venu tout droit de la radio Cap FM. Merci à tous. Bonne journée à vous.